Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième épisode de la série autour du Cloud Adoption Framework et plus particulièrement des Azure Landing Zones avec Terraform. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Arnaud. Arnaud qui va venir nous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Bonjour Arnaud. Hello Stan, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui on va essayer de faire la démonstration, enfin de voir un petit peu en application ce dont on a parlé dans la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le lien est dans la description ci-dessous. Et puis, bah, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de mettre les mains sur le clavier et la souris, peut-être juste une petite remise en bouche, une remise en condition par rapport à ce qu'on avait raconté du coup la dernière fois. Exact, un petit résumé. Bon, tu vois, j'ai pris un petit slogan que tu as peut-être déjà vu quelque part, Mhm. largement inspiré d'une société, qui est Empowering Every SRE on the Planet to Achieve More. Donc, tu vois, c'est vraiment pour cette discipline d'ingénieur cloud, hein, le Site Reliability Engineer. Mhm. C'est vraiment pour équiper nos amis qu'on cherche à faire ça, en fait. Et alors pourquoi on mentionne la dimension de SRI? C'est parce qu'en fait, historiquement, Landing Zone, on entendait plus le moyen de déployer les trucs, ne nous le cachons pas, les trucs un peu chiants, hein. Les policies, les management groups, tout ce genre de choses pas très très passionnantes. Et puis, ce qu'on veut faire en fait avec l'approche CAF Terraform, c'est en fait apporter la partie un peu plus excitante et surtout la partie de valeur pour tout ça, qui est de se dire, tant qu'on va déployer nos landing zones, on va utiliser ça pour déployer des solutions. Donc tous les mécanismes un peu de DevOps, de pipeline et autres qu'on va créer pour Terraform, ils vont pouvoir aussi bien nous servir pour déployer les composants de base et les guardrails et les contrôles fondamentaux, que pour déployer mes applications et faire une composition d'entreprise en fait pour mon infra as code. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as un modèle d'entreprise dans lequel tu peux composer, donc à travers tes différents Terraform states, tu peux lire des states et composer par rapport à des states en dessous pour créer en fait un environnement riche. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on crée en fait et on parle de nouvelles façons de travailler parce que c'est une manière de se dire tout ce qui est GitOps, valider des changements, que les changements passent dans le pipeline avant d'être déployés, en fait c'est pas qu'à la télé, c'est aussi c'est aussi chez nous quand on fait du Terraform. Donc c'est un peu toutes ces idées-là en fait qu'on essaye de mettre en œuvre. Et donc du coup, si tu veux, nous on se dit infrastructure as code, c'est un petit peu réducteur. Et Mhm. donc ce qu'on fait, c'est en fait tout as code. Je sais pas Alors si on peut trouver un acronyme pour ça. si, si, tout à ce code, c'est bien, c'est globalement effectivement de se dire, si on arrive à décrire par un langage déclaratif le résultat qu'on souhaite avoir, quel que soit le type de résultat, des bouts d'infrastructure comme un VNet, un compte de stockage ou une VM, ou des règles de conformité avec de l'Azure Policy. Je rappelle que l'Azure Policy, par définition d'ailleurs, c'est déjà en fait du code, parce que c'est du JSON de base dans Azure. Et puis d'autres choses, les applications également, on va les décrire avec des manifestes. Si après on pousse le modèle plus loin, on peut voir ça finalement de la strate la plus basse, qui est de composer, de déclarer dans du code d'infrastructure, enfin du code du coup pour le coup d'infrastructure les composants de base, et puis après en remontant on peut avoir du déclaratif également, donc sous la forme de code par exemple pour des manifestes qui sont dans le Kubernetes et qui vont décrire comment est déployée l'application. Absolument. Et donc l'idée, c'est que on fournit les mécanismes un peu qui permettent de s'assurer tout ça. Donc le Git, le GitOps, le fait de faire tes mécaniques de base avec un Mhm. Git, commit, PR, etc. Et surtout, ce qu'on fournit, c'est une manière d'être agnostique par rapport au pipeline. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que tu vois, quand tu vas créer tes pipelines par rapport à DevOps, ça va être très très lié à ton DevOps. Ce qui en soi est pas forcément à ton Azure DevOps, ce qui en soi est pas forcément un problème. Mhm. Mais là où c'est un problème, c'est qu'en fait, tu vas aussi avoir une discontinuité d'expérience entre ta machine locale et ton pipeline. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es sur ta machine, tu as un message d'erreur, tu es dans ton pipeline, tu as un autre message d'erreur qui a absolument rien à voir parce que c'est pas du tout la même expérience, pas du tout le même contexte, le même truc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, dans les composants DevOps qu'on amène dans la solution, il y a ce qu'on appelle le rover tout à droite, qui en fait est deux trucs, le rover. Un premier truc, c'est un container Docker
qui va te permettre d'avoir le bon version de tous les outils dont tu as besoin pour faire ton Terraform. Et tu sais, à la vitesse à laquelle change Terraform, c'est bien d'avoir un container pour pouvoir contrôler le changement de version. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que toi, Stan, t'aimes bien avoir toujours la dernière version, la plus brillante, etc. La dernière. 15 points, voilà, la dernière. Mais il se trouve que si l'auto-update il est activé sur ta machine, ça va monter les versions, alors qu'en fait, dans ton DevOps de prod, c'est que en Terraform 14 qui a été validé. Et là, c'est déjà Star Wars, parce que dans la plupart du cas, les clients, c'est du Terraform 11, voire 12 qu'ils ont en prod. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un container en fait, qui te permette de réaliser ça de manière bien propre et de séparer le code par rapport au runtime. Nous, par exemple, c'est comme ça qu'on a testé, si tu regardes dans nos pipelines GitHub Actions, on a le code et puis on a des pipelines qui testent ça sur Terraform 13, 14 et 15. Et puis nous, quand on teste sur la machine, pareil, on switch de l'un à l'autre juste avec un clic, on reload l'environnement de dev. Mais l'environnement de dev, Stan, c'est pas que ça, tu vas me dire. Et non, ce n'est pas que ça. Eh bien, je te confirme, Stan, parce que ça va être plusieurs trucs que tu vas devoir rajouter. Donc, tu vois, tu vas avoir peut-être TFSec, checkoff pour valider ton code est pas trop sale, que tu n'as pas committé des clés privées, privées ou des mots de passe dans ton code, par exemple. Mais ça, en fait, c'est des éléments que tu fais dans tes pipelines de build en général, mais effectivement, ça fait souvent appel à des solutions elles-mêmes qui sont des solutions open source, qui elles-mêmes évoluent à leur vitesse, qui elles-mêmes ont des breaking change, etc. Donc, je pense que tu veux en arriver au point que finalement, tu figes à un instant T le rover, parce que là, je vois qu'il y a un petit container, une petite image Docker, donc je pense que l'image du rover va contenir tout l'outillage qui va bien à un instant T et qui va bien et qui est compatible, ce qui fait que quand on va utiliser cette image probablement dans des pipelines, quel que soit l'endroit où sont les pipelines, et du coup, comme c'est toujours la même image qu'on va utiliser, on va se focaliser sur le contenant et pas sur le contenu. Et donc, du coup, le contenant sera toujours déployé de la même façon. Et puis, ce qui se passera à l'intérieur, en fait, ça dépendra finalement de votre instantiation, de ce que vous avez mis dans le rover. C'est ça ? Exactement. Et ça veut aussi dire que ton rover, quand tu le clones localement avec VS Code, tu vas composer l'environnement dev, par exemple avec un truc comme pre-commit. Tu vois, pre-commit, ça te permet de lancer des tâches avant que ton code en fait soit balancé dans le Git repo. Donc, filtrer les clés privées, faire un Terraform FMT pour avoir le format canonical, et puis peut-être aussi lancer la doc. Donc, en fait, tu vas les trapper et puis tous les variables vont être dumpés dans un fichier README. Donc, c'est tous ces outils-là en fait qu'on ajoute pour essayer d'avoir un peu de cohérence dans l'ensemble des équipes qui vont contribuer au code. Et donc ça, c'est une dimension du rover. L'autre dimension, c'est que c'est aussi un wrapper Terraform. Et par wrapper Terraform, c'est en fait lui qui va t'assurer de localiser le bon storage account pour stocker ton backend. Parce que pareil, quand tu travailles en équipe, il faut reconfigurer le back-end tous les 4 matins et nous cachons pas la vue, c'est des commandes à taper en plus. Donc là, ce qu'on fait, c'est que le rover, de la même manière, en local comme dans le pipeline, il va me localiser le bon storage account par rapport à mon idée de level que j'ai en place. D'accord. Vous avez codé en dur, vous avez figé l'usage d'un backend de type Azure dans un compte de stockage, ou on peut utiliser éventuellement un backend de Terraform Cloud si on est une organisation qui utilise déjà du Terraform Cloud en mode team ou entreprise. Yes, tu as une petite commande, tu fais -TFC, et en fait, ça te permet de targeter le backend TFC à la place de Azure. Et on pourra discuter dans une autre session de toutes les options qu'il y a pour TFC, parce qu'il y a aussi pas mal de subtilités qu'on peut faire avec TFC. Si tu veux de la simple utilisation, Terraform Cloud en UI à une intégration avec des pipelines, on peut faire plein de trucs, mais ceci est une autre session sans doute. D'accord. Voilà. Du coup, on avait dit qu'on ferait la démo aujourd'hui. Tu as d'autres éléments à rajouter avant de commencer la démo ? Eh bien, écoute, j'ai envie de dire, on va commencer la démo. On va se mettre d'accord d'abord qu'avant de commencer une petite expérience, les mains sur le clavier, il nous faut Docker sur la machine, forcément, parce qu'on a besoin pour le rover. Donc ça, c'est bon. Qui dit Docker dit le système de virtualisation qui va bien en dessous. Donc soit Hyper-V si on vient il y a quelques mois en arrière, soit avec le backend WSL 2, le dernier.
qui nous permet d'avoir des performances bien supérieures. Alors, Et puis, techniquement, un ouais. WCL2 s'appuie aussi sur Hyper-V, c'est juste qu'on ne te le montre pas, mais ça reste de l'Hyper-V. Hein. Ah, c'était caché. C'était caché, exactement. Mmh. Mais du coup, on peut venir également avec un Mac, c'est ça? On peut venir avec un Mac et Docker. Oui, on peut. Voilà. On peut. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, écoute, VS Code, peut-être que tu as VS Code sur ta machine, j'osais espérer. C'est possible, effectivement. Mais sinon, il me restera Nano. Et puis, on a un petit plugin qu'on rajoute dans VS Code qui s'appelle les Remote Development et qui nous permet de targeter les conteneurs à distance, même s'ils sont localement, en fait. Ok. Eh bien, écoute, je te propose, c'est qu'on va... je vais faire comme dans Maïté, hein, je vais faire la personne que tu vas guider. Je suis ton assistante et on va faire ça sur mon poste. Et puis du coup, on va partir de zéro et on va voir comment en fait déployer une landing zone. D'accord? Allez, c'est parti. Bien. Allez, c'est parti Arnaud. Tu vas me guider. On est sur ma machine. Je n'ai pas du tout installé, je n'ai pas fait sur cette machine-là précisément, en tout cas, toute la configuration pour la partie CAF. Et donc, on va faire comme si on partait de zéro. Allez. Eh bien, c'est parfait, allons-y. Eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller avec un bon browser sur le lien qu'on partageait sur l'écran d'avant, donc aka.ms/tf-landing zones. aka.ms/tf landing zones. Alors, on va mettre un petit zoom comme ça. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal avec un petit zoom, oui. Exactement. En plus, sympa, Blog Plus a été updaté en plus. Ouais, moi j'aime pas la pub, je suis comme Pascal Solière. Ah bah il nous manque un petit tiret quand même. Là. Il nous manque un petit tiret, tu vois, j'ai bien fait de te zoomer. Donc, donc le TF, il est le tiret après le TF, c'est ça? TF-landing zone, ouais. Voilà. Toujours bien, tu vois, d'être un peu précis dans son explication, Arnaud. Tiens, au passage, là, je vois bien. T'es toujours petit en fait sur la caméra. Je vais te changer ici. T'as l'air tout petit, c'est triste. Alors dynamiquement, on va voir si je peux te changer. Oui, a priori, je peux te changer. Voilà, tu vois, t'étais mieux là comme ça. Allez, je valide tout ça, donc c'est bien. Plus a été mis à jour effectivement. Et on arrive sur cette magnifique page, effectivement, donc on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, qui est donc du coup la page landing zone. Oh, mais là, je crois que c'est toi là. T'as mergé un pull request. Ça tombe bien, c'est logique aussi. Bah oui. Alors, du coup, 27 releases déjà, 27 releases, pas mal. On vieillit. En fait, ça fait 2 ans qu'on a ce petit projet. Je regardais l'autre jour avec plus d'1 million de downloads en fait du rover, mine de rien. Donc là, en fait, tu vois, on est un peu sur les classiques des infra as code. Et ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu séparer le repo de code avec le repo de configuration. On en a parlé tout à l'heure. Du coup, là, ce que tu vois, c'est le repo de code. Et si tu scrolles un petit peu, tu vois, il va te dire, si tu veux commencer, viens voir par ici. Tu as un truc. On retrouve ce que tu nous as montré tout à l'heure. D'accord. Voilà, avec les différents composants qu'on fournit gratuitement et en open source. Donc là, tu as Getting Started et si tu vois, OK, le Starter Repository. Donc en fait, c'est le même Git Repository, tu peux cliquer dessus, sauf qu'en fait, c'est -starter à la fin. Et en fait, ça, ce que ça nous fait, c'est que on a en gros un point pour démarrer dans le cloud. Donc c'est dans Azure, /CAF, Terraform Landing Zone Starter. D'accord, et c'est bien dans le GitHub officiel d'Azure, d'accord. C'est officiel. Et donc en fait, c'est ce truc-là qu'on utilise pour démarrer. Alors soit tu peux le cloner chez toi, regarde, tu as un petit truc là, tu peux faire use this template, tu le mets sur ton GitHub, ou alors tu peux cloner directement et puis dire voilà, je vais pas forcément le mettre sur mon repo. Donc là, on te laisse le choix. D'accord. Donc vas-y, si tu fais code. Je vais le cloner, hein. C'est bien comme ça. Clonons-le. Clonons-le, voilà. Allez, clonons-le. Tiens, zoom-moi un petit peu. C'est un beau shell cher Stanislas. Mais oui, mon ami. Alors, j'aurais pu le cloner sur PowerShell, mais tu sais que je préfère Bash. Donc, on va le faire ici. Allez, on va faire un git clone. Voilà, on va coller tout ça. Et voilà, magnifique. Ok. Donc, quelque part, tu dois avoir ici un CAF. Terraform Starter. Eh bien, allons faire un petit tour là-dedans. Tac, voilà. Il faut pas taper 2 fois. Hein.
Oui, alors en fait, je sais pas si c'est une extension que j'ai eue ou mais tu vois, quand je fais mon copier-coller maintenant, il anime le machin. C'est très, très chiant en fait. Je sais pas si c'est une nouveauté du Windows Terminal, mais c'est quand tu as une longue chaîne de caractères, tu passes du temps à regarder la construction, ce qui est pas vraiment très Ah, intéressant. Voilà. bien. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, on est là. T'as qu'à taper code espace point, et puis on va regarder ce que ça donne. Et donc on va ouvrir l'ensemble des fichiers dans Visual Studio Code. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait quelques petites extensions pour Visual Studio Code. Est-ce qu'on peut peut-être en faire le Mhm. tour rapidement? Eh ben, regarde un peu dans les briques, ou alors, ouais, tu as ce menu-là, hop. Et alors, il faut faire attention d'avoir bien Remote Development dans l'attirail. Donc, peut-être Celle-ci. que tu as des composants, voilà. Donc Alors là, j'espère que je vais tu pas fais avoir de celui-là. ça. J'espère que ça va pas m'embêter avec celui-ci. Je vais peut-être le désactiver, celui-ci, remarque. Non, 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 c'est pareil. Non, 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 parce D'accord, qu'en ok. fait, le Remote Development, en fait, va t'installer tous les autres, D'accord, ok. ce dont tu as besoin. Ok, Donc, il super. faut le laisser. Donc on prend celui-ci, hein, on installe le Remote Development. Qu'est-ce Exactement. qu'on peut se mettre d'autre d'intéressant peut-être? Bon, bah, il nous faut les assets CLI, je suppose, probablement. Non, bah non, Non, pas même pas. besoin. Ah ben non, fait Bah non, parce que Terraform. tout ça, ça va passer dans le container. Eh ben oui, c'est pas bête. Donc, allons gaiement dans nos fichiers, Stan. Et là, si tu regardes l'arborescence de fichiers, tu vas remarquer qu'on a un .dev container en petit répertoire par-dessus. Et donc ça, normalement, quand Visual Studio Code, qui est malin, il va dire, il fait, et dis donc, gamin, là, tu as un .dev container, j'ai peut-être quelques bricoles à aller voir pour moi. Et donc, en fait, si tu extends un peu le truc, on va regarder dans dockercompose.yaml. Tu vois qu'en fait, là, qu'est-ce qui nous définit notre configuration? Eh bien, en fait, ça nous dit, voilà, prends ça dans VS Code, et puis tu prends l'image Docker qui s'appelle AZTF Mode Rover, donc ça, c'est notre distro de Rover, en fait, Mhm. qui est versionnée, et là, tu vois, en fait, que c'est la release 21.04, donc d'avril 2021, et c'est du Terraform 14.10. Parfait. Et si on veut switcher sur une autre version de Rover, une autre version d'exécutable, ben en fait, on a juste à changer cette ligne-là et on fait rebuild in Docker, Ok, très rebuild clair. container. Alors, donc on va aller tout en bas, dans la partie verte à gauche. Ici. Ouais. Et là, tu vas voir qu'il t'a ouvert le truc et qu'il te dit, tu vois au milieu, remote container, reopen in container. Mhm. Donc on va faire ça. Normalement, tu as un petit prompt quand tu ouvres le répertoire pour la première fois, mais bon, c'est pas grave, hein. Hop, si tu fais ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est là où il va l'interpréter le Docker Compose file et puis tout ce qu'il y a un petit peu dans mon environnement. Donc là, si tu cliques sur le Starting Dev Container, Là, il est en train de tu vas faire voir un qu'en fait, opening, voilà. là, On va le laisser s'ouvrir gentiment. regarde en bas à droite, tu peux cliquer sur le Starting Dev Container en bleu et tu vas voir que normalement, il se passe des opérations un petit peu connues. Tu crois Et qu'il se donc, passe des qu'est-ce qui se opérations passe? connues? Oh, Ouais, dis ouais. donc, là, il est en train de Bah, me dis donc. faire. Il est en train de me télécharger, de faire un Docker build en fait de mon Docker Compose là. Mais c'est même pas un build, non, non, c'est juste un pull. Ah non, c'est un pool là, ouais, en plus. J'ai cru que c'était un Ouais, ouais, ouais. scripting, d'accord. Donc Non, il est en non, on train va pas d'aller faire un chercher. build parce que ça prend du temps. Ok. Ok, il me télécharge ma petite image. Enfin, mes layers plutôt, pour être plus précis. Ah bah dis donc, ça se fait plaisir là. Il est un petit peu gros là, ce container là. Ah bah c'est les avantages des builds qu'on utilise, hein. Donc là c'est basé sur de l'Ubuntu suite au changement de licence de CentOS. Donc on a basculé un peu sur Ubuntu, donc c'est effectivement un petit peu plus gros, on a remarqué. Après effectivement on pourrait toujours faire plus petit, mais bon, Bon, l'intérêt, maintenant qu'on a la fibre, c'est quoi 500 mégas hein. bien sûr. Donc il télécharge tout et ce qu'il va faire dans les étapes d'après, c'est qu'en fait il va Faire une erreur. rajouter l'agent. Oui, bah, des fois ça arrive, hein. D'accord. On fait un retry du coup. Hein. Voilà. Allez. Nous Et reculons donc il devant va aucune essayer. audace. Bah, l'informatique, c'est ça, hein, c'est appuyer sur des retries de temps en temps, hein. Ouais. Donc là, normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il va en fait installer l'extension Mhm. VS Code euh, à l'intérieur du container. Donc en fait, il va faire le lien entre ton file system local et puis, et puis le Docker container. Comme ça, en fait, tu as bien tes fichiers qui vont être projetés à l'intérieur de ton container et tu as le runtime
qui te permet de tester tout le truc. Rappelons effectivement que ce container contient tout l'outillage, donc le but justement c'est de travailler avec tout ce qu'il y a dedans, et ce qui fait que si on le réutilise ailleurs, eh ben, on aura le même résultat, hein. Le but est effectivement d'avoir une adéquation entre les environnements de dev et les environnements de pré-prod ou de prod. Ça veut dire que tous les devs auront le même rover potentiellement à un moment donné dans l'équipe, donc tous tes ingé DevOps, et aussi le même dans le pipeline DevOps. Et puis tiens, tant qu'on est là, l'avantage, comme on le disait, c'est que ce container-là, tu peux le tourner dans Azure DevOps, tu peux le tourner dans GitHub Actions, tu peux le tourner où tu veux en fait en tant que CI/CD. Ça veut dire aussi que tu es moins lié à la syntaxe particulière de ta techno de DevOps. Exactement. Donc, deuxième prise pour le rover sur ta machine. Voilà. Après, c'est peut-être ma machine, hein, mais... Ça m'a l'air d'être mieux, là. Il sort moins en mode dégueulasse que tout à l'heure, hein. Ouais, après, voilà, c'est les aléas du direct. Vous voyez qu'on n'a pas triché, on ne fait même pas de coupe sur la vidéo, on garde le truc tel quel. Ok, donne. Bien sûr. Alors, donc là, on est pas mal. Donc là, ce que tu vois, il a installé tous ces petits trucs. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais de pre-commit. Tu vois, en fait, on est en train de faire ça. Il a installé pre-commit pour que le jour où tu vas essayer de committer des trucs sur un Git repo, il ne te laisse pas committer des trucs trop sales. Donc là, c'est les hooks qui viennent d'être installés en fait dans ta commande Git. Parfait. Donc là, en fait, on a à peu près opérationnel. Il te dit done, press any key to close this terminal. Donc peut-être que tu peux presser une touche pour closer le terminal, Stan. Le terminal est closé. Eh bien, continuons et rouvrons un nouveau terminal gaiement, j'ai envie de dire. On peut faire un petit CTRL J, par exemple. Moi, c'est mon petit raccourci préféré. Hop là. Et hop, il est revenu. Donc, tu nous fais un petit plus. C'est de la magie, hein, Terraform. Donc, il fait un petit plus. Il est là, il n'est pas là. Est-ce que tu veux modifier mon shell? Je ne sais pas si je veux. Ouais, je sais pas, moi je l'aime bien mon shell, moi. Allez. Voilà. Ok. Donc là c'est le shell à l'intérieur du terminal, hein, à l'intérieur du container, tu vois. Donc là, si tu tapes par exemple Terraform version, on devrait avoir la 14.10 telle qu'on a vu tout à l'heure, normalement. Exactement. Qui est peut-être pas celle que tu as sur ta machine. Et tu vois, il y a 15.1 qui est sorti, on n'arrête pas le progrès. Ouais. Mais on s'en fout, puisque notre code il a été fait et testé pour le 14.10, donc on veut le tester en 14.10, et puis le jour où sera fait pour du 14.1, on reviendra avec le 15.1. Pardon. Exactement, donc une autre image de Docker, et ce sera... Voilà. Okay. Et ce sera fait. Donc là, première petite chose qu'on fait en général, c'est première expérience avec Rover. Donc je propose d'écrire Rover sur le terminal. Pas comme les voitures, hein, comme le truc qui s'est posé sur la Lune, hein, bien entendu. Hein. Et sur Mars aussi. Et sur Mars, hein. Exactement. Donc là, il te dit... déjà, il y a un magnifique logo, Fernaski. Faut quand même le souligner. Hein. C'est vrai qu'on a dépensé du budget un petit peu là sur celui-là. Et là, il me dit effectivement, il va falloir que je me log à un abonnement Azure, parce qu'effectivement, on va travailler avec Azure. Il n'y a pas de magie, hein. Il faut se faire des credentials. D'accord. Exactement. Donc un petit rover login. Donc c'est l'expérience classique, on va dire, de login en expérience interactive, où en fait tu vas prendre ton browser et tu vas lui balancer le petit code. À noter que si on tourne dans les pipelines, en fait, on peut évidemment faire une authentification avec Service Principal, mais c'est tellement 2018 de faire ça. En fait, ce qu'on fait avec les Terraform CAF Landing Zone, c'est qu'en fait, on fait l'authentification par MSI. Donc, pour être plus précis, en fait, quand on est exécuté dans un pipeline, on vient avec un modèle où le code Terraform est exécuté sur un DevOps Self-Hosted Agent. Et ce DevOps Self-Hosted Agent, en fait, il vient avec un MSI, donc avec un Managed Identity, qui est ce qu'on va utiliser pour le login. Rappelons que Managed Identity, hein, c'est ni plus ni moins qu'un Service Principal qui est managé pour vous, c'est-à-dire que la rotation des secrets elle est faite par nous et vous n'avez pas à le gérer. Voilà. Exactement. Hop, je valide mon MFA. Ah, petit appel d'Azure. Exactement. Hop. Et voilà. Et donc, du coup, le rover login devrait normalement tourner ici. Voilà, parfait.
Eh ben, on est logué là avec le petit compte MSDN, c'est ça, hein. Exactement. Et en fait, maintenant, c'est la partie que je préfère parce que c'est celle où on n'a pas à réfléchir. Donc du coup, ce Ça qu'on me va va bien. faire, ouais, parfait, hein. Ouais, super. Alors, allons dans la partie configuration. Si tu regardes à gauche, en fait, dans la partie config, voilà. Et là, en fait, tu as quelques petites instructions. Donc, si tu regardes le README qu'il y a déjà là, à la racine, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il va nous dire déjà, on doit télécharger la logique. Donc, si tu descends un petit peu, hop, 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 et on va te dire, télécharge le repo de landing zone. Donc là, il y a un petit peu de texte, hop. Il faut lire en Et là, plus. si tu regardes, T'es ouais, gonflé, ouais, quoi. non, mais non, t'embête pas, regarde, va à la ligne 27, et D'accord. là, tu as une commande directe. Clone the landing zone. Ok, très bien. Voilà. Ah bah parfait. Donc En là, plus, on va la reprendre telle quelle. allez, copie la 32, et puis c'est tout bon, ouais. Ok. Tac, Je te l'exécute dans le voilà. petit shell sous-jacent ici, je suppose. Tout à fait. On va toujours rester dans l'environnement du rover. Hein. Hop, Mhm. on envoie tout ça. Attention. Oh là là, c'est de la grande voltige, mesdames et messieurs. Donc là, tu as remarqué qu'on a un répertoire qui est en gris, là, un petit peu, qui s'appelle Landing Zones, parce qu'en fait, on a téléchargé les Landing Zones depuis le Azure Repo, et en fait, c'est gris parce que c'est dans le Git ignore, et parce qu'en fait, on ne va pas le committer, ça, parce que c'est le repo de logique. Donc Bien en sûr. fait, simplement, c'est là pour nous, pour pouvoir exécuter la logique. Et donc ensuite, on va aller dans le répertoire démo, à l'intérieur de configuration. Hop, et là, tu vois qu'en fait, on a un autre README. Ah, tiens, sympa. Dis donc, ça en fait de la doc à lire, mais c'est important la doc. Hein. Ouais, exactement. Donc là, en fait, il y a deux trucs. Avant qu'on aille plus loin, dans les landing zones, on a une histoire de hiérarchie. C'est-à-dire que tu as différents niveaux et différentes landing zones qui vont se composer les unes par rapport aux autres. Donc en fait, c'est la Exactement. première landing zone qu'on déploie, c'est le niveau 0. Ouais. Voilà. C'est quand même bien fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quelques basiques quand même qu'on n'a pas remis en cause ici. Et donc en fait, tu vas déployer comme ça 0, 1, 2, 3, 4, et tu vas avoir différentes landing zones qui vont venir faire différents trucs. Donc la landing zone 0, ce qu'on appelle le launchpad, et c'est elle qui va venir en fait te mettre toute la partie, on va dire, nécessaire pour que Terraform fonctionne. Donc ça veut dire créer le storage account, les key vault, et puis quelques autres petits trucs de ce genre-là. Okay. Donc, plutôt que de parler, on va copier la ligne 19 et 20 et on va la mettre dans le shell. Donc là, pour dire, voilà, on est dans un environnement qui s'appelle CAF Demo, Contoso Demo. Et ça, c'est juste en fait pour dire, avoir les bons tags dans notre rover. Et ça va vouloir dire que, par exemple, tu pourras avoir plusieurs ingénieurs DevOps qui bossent sur la même souscription. Et le rover sera capable de localiser la bonne souscription par rapport au bon tag. Super. Et donc, on va faire la commande que tu vois là, de la ligne 28 à 34 si je ne m'abuse. Donc là on fait un petit pareil, un petit coller. Donc ici on va lancer l'outil rover, LZ pour landing zone. Voilà. Donc là c'est le chemin vers la landing zone qui s'appelle CAF Launchpad. Donc là c'est juste pour dire va chercher la logique qui est là. Donc ça c'est la logique qu'on vient juste de cloner en fait. Et on lui dit du opère en mode launchpad. Donc c'est une commande pour dire ça c'est une landing zone qui est un peu spéciale. Donc le tiret launchpad c'est pour dire ça. Le var folder c'est pour dire va chercher ce qu'il y a dans démo / level 0 / launchpad. On s'est dit Stan a une bonne grosse machine donc on va pouvoir paralléliser à 30. Je crois que par défaut c'est 10 dans Terraform où tu vas faire 10 choses potentiellement en parallèle si tu peux paralléliser par rapport au graphe. Donc là on a poussé un petit peu les curseurs. Bon, ça ne devrait pas non plus tuer la machine. On opère. Ça peut, par contre, fait à l'échelle, ça peut un peu impacter à mon avis les API côté Azure. Hein. N'oublions pas que vous avez un quota de requêtes par heure. Attention. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais là, à la limite, je suis tout seul sur mon abonnement, donc ça devrait aller. Je devrais m'autosuffire par rapport aux besoins. Exactement. Donc, tu peux faire soit un plan, soit un apply. Hein. Ça dépend si tu as confiance ou tu n'as pas confiance. J'explique toujours qu'il faut faire d'abord le plan, au moins pour voir qu'est-ce qui se passerait si. Donc on va regarder ça, puis on fera le apply après. Exactement. Donc, allons-y pour on remarque la présence du destroy pour nettoyer après, effectivement, post-test, l'ensemble des choses que vous aurez créées. C'est pas mal, ouais. Donc là, ce qui se passe, c'est que par défaut, il prend la souscription qu'on vient d'avoir. Mais si en fait tu veux utiliser plusieurs souscriptions, Rover vient aussi avec une logique qui permet de dire va utiliser le state dans telle souscription et va déployer dans telle autre souscription.
Parce qu'en fait, tu peux avoir ce cas-là. Là, on est en train de déployer que le level 0, le truc où on va stocker tous les states, etc. Mais tu peux avoir ton Terraform state et tes key vaults qui sont stockés dans une souscription. C'est par exemple ta souscription DevOps, on l'appelle même comme ça parfois. Et puis tu dis, voilà, je vais déployer ensuite ma souscription connectivité, ma souscription identité. Mais j'utilise ça va, Stan? Ouais, ça va, je pense mourir. C'est pas grave, ça continue de déployer, c'est ça qui est important. Voilà. Bah là, pour le coup, ça déploie pas, ça a testé. Voilà. Pour l'instant, ça dit que ça va créer plein de choses. Fais un apply avant de partir alors. Donc là, il te dit en fait, on pourra faire une revue en détail de tout ça, mais en fait, il te dit qu'il va créer les storage accounts, les permissions qui vont bien pour le rover, les key vaults, puisqu'en fait, on va stocker tous les infos dont on a besoin dans des key vaults et on va les query, les requêter, pardon. Pascal Solière, si tu m'écoutes, désolé. On va faire les requêtes depuis les key vaults pour retrouver les infos dont on a besoin. Donc tout est authentifié, tout est vérifié au moment de l'exécution. Donc il va créer toutes ces fondations-là, et c'est en fait ce niveau 0 qui va nous permettre de déployer ensuite tous les autres niveaux, parce qu'on aura le state qui sera stocké là en fait. Donc on a vu que vous utilisez pas mal de providers différents pour faire différentes opérations, et on voit qu'il y a on les voit ici en fait. Donc il y a des providers qui proviennent d'HashiCorp, comme par exemple les Random ou autres. On voit qu'également vous avez votre propre provider. Il fait quoi votre provider? Terraform? Alors notre propre, on a deux trucs effectivement, on a notre propre provider et notre propre module. Notre provider, tu vois en fait, il est juste devant nos yeux là, c'est AzureCaf name .keyvault. Donc en fait, c'est un provider qui nous sert essentiellement pour la naming convention, la convention de nom. Et en fait, ça paraît un peu bête et ballot, mais en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que quand tu vas être dans tes phases de test et d'intégration, en fait, tu vas avoir besoin de noms qui soient générés aléatoirement, parce que des storage accounts, parce que tes key vaults, etc. Ça va être un peu compliqué. Et donc, du coup, en fait, si t'as pas un truc qui te permet, avec un switch comme ça, de passer d'intégration à déploiement, c'est vachement compliqué d'avoir des tests qui soient significatifs. Donc en fait, ce provider-là, on va l'appeler, et en fait, il va nous rendre service parce que tous les noms qu'on va lui donner, il va les filtrer. Donc tu peux lui mettre n'importe quel nom, il va retirer la bonne chaîne de caractères pour que ça matche. Par exemple, key vault, tu as des caractères autorisés, storage account, tu en as d'autres. Donc il va te faire un peu ce clean-up, le storage account. Il va te rajouter le provider, pardon. Il va te rajouter des préfixes ou des suffixes si tu en as besoin. Et avec juste une option que tu donnes dans landing zone, tu fais create random, ou enfin add random à la fin ou pas. Et du coup, ça va te permettre de dire, voilà, là je suis en environnement de test, donc je mets mon nom qui ressemble à mon nom de production, mais je rajoute du random à la fin, comme ça permet de vérifier tout ça. Et puis, le jour où je suis prêt à déployer en prod, je fais random false, et puis là je prends les vrais noms en fait. Donc ça nous permet d'être vachement productif comme ça. C'est très clair. Donc là, on voit qu'il a créé déjà le compte de stockage pour le remote backend. Il a créé le container dans le remote backend. Là, il est en train de faire le key vault. On verra après. On se mettra sur l'abonnement pour voir un petit peu tout ce qui a été créé. On peut s'y mettre d'ailleurs en parallèle ici. On peut regarder déjà les ressources groupes qui ont été créées. Alors, je suis désolé, j'en avais déjà avant, mais a priori, d'après ce que je comprends, ce sont ceux-ci. On voit effectivement des noms qui ont été générés, mais l'arrière est assez clair. Launchpad level 0. Donc je suppose que ton histoire de naming convention a dû jouer notamment sur cette partie-là en termes de préfixes. Exactement. Voilà. Et là, comme on est en train de créer, alors il y a des choses qui se créent en level 0 et en level 1. On va aller voir ce qui se passe du côté du level 0 pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, du coup, à Veracruz, on voit effectivement l'arrivée du compte de stockage pour le remote backend. Donc il y aura un container à l'intérieur qui sera probablement le TF state. Alors, dans container là. Un container, oui, tout à fait, exactement. Voilà. Et puis effectivement, on a le TF state ici qui apparaît, le container TF state, tout à fait classique. Pour l'instant, il n'y a rien parce qu'effectivement, on est sur le. Il n'est pas encore utilisé, on est en train de créer la fondation, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Là, tu es en train de nous faire les bons role assignments pour pouvoir avoir le droit de créer des choses dans ce fameux container. D'accord. Donc, on aura le droit d'aller écrire des choses, des fichiers qui, en l'occurrence, seront les TF-state suivants, probablement. Oui, absolument. Et puis, ici, effectivement, on a un key vault qui va contenir... Qu'est-ce qu'il va contenir de beau, ce key vault
Oh, il va en contenir des secrets, ce Key Vault. En fait, il n'a pas beaucoup de secrets, hein, tout simplement. Le Key Vault, on l'utilise essentiellement pour stocker des choses comme le Tenant ID, le Subscription ID, le Deployment Subscription ID, et ce genre de choses. En fait, il n'y a pas vraiment de secrets, mais juste, c'est là, c'est pas cher, on l'utilise comme stockage, en fait. Parce que, par contre, il y a des choses qui peuvent être secrets. Et donc là, si tu regardes, tu vois qu'en fait, comme c'est le Launchpad, c'est un premier déploiement qui est un peu spécial. Donc en fait, on crée le state localement et ensuite on l'upload. Tu vois, c'est la dernière étape que tu vois. Ouais, et donc maintenant, si tu retournes dans level 0, bah là, il va y être en fait ce petit chenapon de storage account. Il va avoir le TF state. Si tu vas dans le container. Hop, et là, on devrait avoir normalement, effectivement, un blob. Va dedans, c'est un répertoire. Et là, il est là. Donc là, c'est le Launchpad, c'est tous les datas qui vont concerner en fait mon déploiement initial et mes paramètres initiaux. Donc, il y a un truc qu'on a peut-être passé un petit peu vite, hein, mais si tu vas dans le fichier qui est à l'intérieur de level 0, retournons un petit peu dans notre level 0, dans le VS Code, et tu vois qu'on a tout un ensemble de fichiers ici en fait. Donc, tu as configuration.tfvars, et en fait, ça, c'est ce qu'on utilise par convention pour stocker tout ce qui est relatif à notre landing zone configuration. Donc si on va dedans, juste pour voir le fichier de variables, alors qu'on a quelques-uns de ces éléments dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, là, vers la ligne 10 à 19, on a tout un ensemble de trucs en fait qui dit voilà naming convention, random length, pass-through equal false, tout ça c'est pour en fait driver le comportement du provider en fait. Et puis ensuite, si tu regardes, là on a région, donc ça c'est les deux régions qu'on utilise dans notre modèle de développement. Donc après, effectivement, hein, on était un peu vite là sur le coup. Tu as déployé un saucisse déjà. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste ton Terraform state. Mais par contre, ça va driver les déploiements futurs. Donc tu veux rajouter un déploiement, une région autorisée, bah, tu fais région 3 égale, et puis tu rajoutes North Europe ou France centrale, ou etc. etc. Ok. Donc c'est là que tu vas venir rajouter ta config. Et si on regarde un petit peu dans storageaccount.tfvar, tu vois, en fait, on a un objet, on a un modèle qui est basé sur des clés. Et donc, en fait, ce qu'on appelle une clé, c'est en fait ce que tu vois à la ligne 3. Donc, à la ligne 3 de ce fichier-là, on voit un truc qui s'appelle level 0. Donc là, c'est pas le vrai nom tel qu'il sera déployé dans Azure, c'est juste le nom de l'objet à l'intérieur de notre modèle objet. Donc là, on va dire storage account. Et storage account, tu vois, en matière de Terraform, c'est ici un objet complexe où tu as level 0, où tu as level 1 qui commence à la ligne 25. Et donc, en fait, ça te montre que le comportement de notre module, en fait, c'est d'itérer sur tout. Donc là, on a défini 5 storage accounts, mais tu en définis 200, c'est pareil, le module va itérer pour toi, en fait. Et ensuite, on va lier les objets à d'autres objets Terraform en les référençant par une clé. Donc là, tu vois que je crée à la ligne 27, je dis mon ressource group key, c'est level 1. Donc là, je vais lier juste en dessous. Voilà, je vais lier ce storage account et je vais le déployer dans le ressource group dont la clé est level 1. Et donc cette ressource group, il était défini dans configuration.tfvar. Donc c'est une manière de composer les objets entre eux à travers un modèle qui est hautement itératif. Donc l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, tu peux tout customiser sans écrire de code, sans réécrire de Terraform en fait. C'est que des variables que tu vas customiser et qui vont être interprétées par le module en fait. Très clair. Donc là, on est sur le niveau 0. On va retourner dans notre README et puis on va essayer de rajouter un peu des trucs dans notre déploiement. Donc si on regarde dans le README, tu vois qu'on a le level 1 ensuite. Voilà. Et donc en fait ça on peut l'exécuter, ça va être ce qu'on appelle un level pass-through en fait, parce que globalement ici dans le mode démo, on n'y met pas grand chose. Donc tu peux l'exécuter direct normalement. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'y met pas grand chose? Parce qu'en fait on est en démo, donc on veut pas forcément déployer les trucs un petit peu relous.
Non, c'est pas cher, c'est juste relou. Parce qu'en fait, quand on fait un déploiement Enterprise, tu as peut-être entendu parler de Enterprise Scale Landing Zone, c'est le projet petite sœur de CAF Terraform Landing Zone. Mhm. Et en fait, ce que va faire Enterprise Scale, c'est déployer tous tes management groups, tes policies, et toutes ces choses-là, en fait. Donc, nous, en fait, ça intervient à ce niveau-là. C'est-à-dire que Enterprise Scale, c'est une petite partie de CAF Terraform Landing Zone que tu vas déployer au niveau 1, qui va venir déployer tes policies, tes management groups, et puis une fois que tu as ça, tu vas pouvoir continuer aussi sur les niveaux 2, 3 et 4 à apporter tes applications. Mais ici, comme on est en mode démo, Oui, c'est pas la peine de monter une usine à gaz pour juste une démo, on est d'accord. Voilà. Donc, pour ça que c'est en mode pass-through. Donc, je vais juste quand même générer mon TF state pour mon niveau 1 parce que je vais en avoir besoin pour le niveau 2. Et puis ensuite, niveau 2, c'est la fête avec déployer des nouveaux trucs. Donc là, normalement, tu vois, une fois qu'on aura fait ça, on a effectivement un nouveau TF state qui va apparaître au niveau 1. Bon, voilà, on va arriver là encore à chaque fois, à chaque niveau d'un key vault et d'un compte de stockage. Donc là, le gars devrait être là. Hop, voilà, ça y est, c'est dans la boîte. Tu vas TF state. Et là, à l'intérieur du répertoire, tu vois, c'est un répertoire parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs landing zones dans un niveau 1. Typiquement, dans un cas d'entreprise, par exemple, on a un Foundations, un Enterprise Scale et un Souscription, par exemple. Parce que niveau 1, c'est là aussi on utilise pour générer dynamiquement les souscriptions. Parce qu'on a les API aussi qui permettent de générer des souscriptions de ton IA ou de ton MCA, je crois que c'est le nom. Ouais. Il y a beaucoup de changements dans les noms, c'est toujours très compliqué cette partie-là. Et oui. Il faut donner des emplois à tout le monde. Oui. Alors, si on regarde dans notre environnement, on a déployé le niveau 0 et 1. Eh bien, je te propose de continuer et je vais te laisser deviner. Je visite le niveau 2. C'était difficile, mais tu as bien joué, Stan. Alors, déployer les chiens de service. Alors, les chiens de service, sans savoir ce que c'est et en étant un peu logique, tendance à dire que ce sont les services qui vont être communs et utilisés par les autres services après qui seront vraiment un peu utiles, on va dire. Donc, c'est probablement là où on va retrouver des choses telles que les puits de log, et les puits de log et la partie monitoring. Il y a peut-être d'autres choses également. Ah, c'est comme ça qu'on dit en français, les puits de log. Moi j'appelle ça un puits de log. Si tu parles d'un Azure Monitor Logs ou un Azure Analytic Workspace, ouais, j'appelle ça un puits de log. Parce qu'en fait c'est un truc où on déverse tout à l'intérieur. Donc, un puits sans fond de log. Enfin sans fond, dans la limite de ta carte bleue, bien entendu. Tout à fait, tout à fait. Donc, allez, là encore je te fais confiance et je fais un apply ou je fais un plan quand même? Bien sûr, Stan, on y va. C'est les limites de ta carte bleue, c'est illimité. Ouais, non. Pour le coup, là, ça va pas coûter cher cette partie-là. Il faut le tester. Alors, pour être plus précis, tu n'as même pas besoin de me faire confiance. Vas-y, fais un apply, mais après, on pourra regarder. Mais dans le niveau 2, là, ce qu'on fait c'est juste un automation account et un ASR. Donc, tu vois, on va pas défoncer la carte bleue parce que c'est gratuit les 30 premiers jours. Ouais. On peut en discuter, mais on se dit on va se faire plaisir. Donc en fait, alors tout est sujet à discussion et interprétation, et tout est composable par les variables. Mais en général, ce qu'on met plutôt, c'est on va mettre les logs en niveau 1, dans une autre landing zone qui va coexister au niveau 1. Et puis au niveau 2, on commence déjà à composer du fonctionnel, donc dans lequel on va déployer les logs. Mais après, je veux dire, c'est un framework, donc tu peux le tuner, le customiser comme tu veux. Mais c'est plutôt l'approche qu'on a en général. D'accord. Donc en fait, du coup, donc là on a fait, donc ce sera un deuxième level 1 qui contiendrait donc la partie log pour toi. Donc là, du coup, on n'a pas de log pour l'instant. On va avoir, du coup, tu me l'as dit, il y a de la SR, donc tout pour faire de la réplication du backup, c'est ça? Ouais. Donc là, si tu regardes dans l'environnement, dans le Launchpad niveau 2, tu verras juste le state. Mais après, dans tes ressources groupes, tu peux faire un petit filtrage par le tag CAF environnement démo, par exemple. Et puis là, tu verras simplement les trucs qui sont déployés par nous. Tu vois, tu as Add Filter à droite, là, hop, à droite de la search box. Et là, normalement, tu aurais pouvoir ajouter les tags de mémoire. Voilà, tags. Landing zone? Non? Ouais, même si tu prends landing zone, de toute façon, ça devrait restreindre. Voilà. Juste prends landing zone et puis fais apply. Ouais. Hop, donc là, tu vois, normalement, je le vois. Il y a des petits gars qui sont apparus. Il est caché là, le serveur de VC. Et voilà. Donc là, on est en train de déployer un ASR. En train de le déployer. Ouais, effectivement, on voit le backup ici qui est en train de se faire derrière.
Le les backup avec backup la petite backup policy. policy. On a mis un petit peu de Chatterton, je sais pas si tu as remarqué, là il y a un petit timer, un petit wait, parce que dans le code, parce que le provider était pas super parfait. Les API, en fait, enfin c'était pas le provider, c'est les API Azure qui étaient pas top, qui renvoyaient le résultat trop tôt avant que le truc soit vraiment créé, et donc du coup ça crée petite expérience un peu Voilà. bizarre. Voilà. Hop, Donc là c'est là. le compte automation et le recovery vault. Super, magnifique. Exactement. Donc tu vois la prochaine étape, et là on est aussi dans notre truc, tu vois tous les tags sont mis, les tags ont été hérités du niveau 0, tout est respecté par rapport à naming convention et au préfixe, donc tu vois c'est un truc qui est déjà un petit peu propre. Là on est dans l'environnement démo, donc il n'y a pas le login, mais sinon comme on disait tout à l'heure, c'était dans SendPit, là tu as tout le login qui est tagué aussi automatiquement. Mais là comme c'est de la démo, on ne s'est pas cassé les pieds avec le storage et Bien le entendu. login. Et donc, la prochaine étape, juste pour se faire plaisir, hein, c'est de déployer les niveau 2 et niveau 3. Donc, on était dans le shared service, donc, qui est un truc de niveau 2, et on va déployer networking, qui est un autre truc de niveau 2. Ah ouais. Donc là, networking, en fait, c'est simplement un petit hub. Tout à fait classique, hein, qu'on va retrouver dans la plupart Voilà. des environnements. Donc là, on va faire un apply. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que tu vois, il y a un des concepts qui est important dans Enterprise Scale parfois, qui est de se dire que tu vas en fait utiliser une souscription pour tout nouveau truc, pour tout nouveau workload, donc c'est une nouvelle souscription, etc. Donc bon, tu peux mettre ça en œuvre avec les landing zones. Pour nous, en fait, la seule différence, c'est que tu vas spécifier un fichier TF-state différent, enfin un fichier de variable différent, et tu vas rajouter dans ton rover, tu vas dire target subscription equal, et lui il va les déployer dans telle autre souscription, mais le TF-state il va être stocké dans cette souscription, dans la souscription courante. Donc ça te permet de faire comme ça cette composition. Et aussi un exemple qu'on fait, c'est que, tu vois, quand on commence à faire du Terraform, on est tout content, on commence à faire du peering, etc. Et puis après, on se pose les questions de comment réaliser le peering, de comment faire du peering dynamique, comment est-ce que faire sur ajouter une nouvelle souscription. Ben là, en fait, on a un bel exemple où on crée le hub. Le hub, il est exporté avec le TF-state de niveau 2. Et puis chaque workload, en fait, va venir lire le TF-state de niveau 2 et va venir ajouter son virtual network, avec lequel tu vas définir le peering avec le réseau qui est le hub qui était au niveau 2. D'accord. Donc effectivement, dans les nouveaux trucs qui vont venir se composer, enfin qui vont venir faire le peering, du coup, il y aura l'utilisation de nos data sources de type TF-state et ça va aller chercher le TF-state effectivement du hub, enfin ce qu'on est en train de déployer là. Okay. D'accord. Mais ça veut dire que tu n'as pas de code à réécrire en fait. Si tu regardes maintenant, tu vas avoir le hub qui va arriver. Et si on regarde au niveau 3, on peut regarder le mécanisme est assez rigolo, c'est qu'on va juste dire au niveau 3, dans level 3, va regarder dans les fichiers de config directement. Hein. Voilà. Et là, on va prendre par exemple Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas montré, mais voilà, level 2, effectivement, là, il y en avait deux, c'était networking et les shared services. Et là, effectivement, là, on commence à avoir, pour le coup, des services applicatifs plus intéressants, de la caisse, voilà, de l'app service, etc. Commence à être un peu plus rigolo là. Donc là, si on prend IKS par exemple, tu vois que je vais venir, en fait, mon virtual network.var ici, tout en bas. Donc en fait, je vais venir avec mon VNet pour mon EKS. Donc là, tu vois, j'ai mon Spock EKS région 1, là, en ligne 2. Donc, je définis mon objet VNet. Et en fait, je vais définir le peering dans peering.var. Donc si tu vas dans peering.var, tu vas avoir tes paramètres de peering définis ici pour dire, tu vas composer ici avec, tu vois, from VNet key. Donc là, si on zoome un petit peu, peut-être ligne 5, le VNet. Et puis, tu vois qu'en fait, on va peerer entre ça et la landing zone networking hub. Donc là, on lui définit le landing zone key. Et dans la configuration, on lui dit va lire tel TF-state pour celui-là. Mais ensuite, on va juste lui dire va lire le VNet key égale hub RE1. Donc on l'avait défini en tant que hub région 1 dans mon fichier de config. On ne l'a pas montré, mais voilà. Et là, tu as tous les paramètres du peering. Okay, et donc là, tu vois, aller lire mon fichier de configuration remote, c'est juste aussi simple que ça, en fait, aussi simple que la ligne 8. Et la ligne 8, en fait, elle est interprétée à l'intérieur du, si tu vas voir, de configuration.var. Et là, tu vois, Networking Hub. Et on remarque, ligne 11, que Networking Hub, il vient d'un niveau en dessous.
Et il est dans un fichier qui s'appelle networkinghub.tfstate. Et donc, quant à ça, landing zone va le reconnaître, va dire ok, je dois aller lire tel fichier, ça va te le lire, ça va te le loader. Et la manière dont ça va te le lire et te le loader, et les airbags et les permissions, ça va être vérifié en dynamique, soit toi en tant que logged in user, soit le pipeline qui est en train de tourner le truc, évidemment. Hop. Donc là, Oula, le on a hub est plein de arrivé. choses qui t'apparaissent, plein de choses, effectivement. Voilà, donc tu as un hub en région 1 et hub en région 2, on avait 2 régions. D'accord, ok, ça fait pour les 2 régions, dans l'occurrence ici, d'accord. Et normalement, ils sont même peerés entre eux, si je me souviens bien. Donc normalement, tu regardais si hub RE1, si tu vas dans les peerings, dans le VNet, hop, voilà, tu vois, on s'est dit même, tiens, c'est cadeau. Allez, parfait. Et donc là, si on a encore le temps pour démarrer le niveau 3, peut-être. Ah bah écoute, moi je peux faire un AKS, parce que c'est que j'aime bien AKS. Petite gâterie pour la fin, allons-y pour un AKS. Allez, c'est parti. Alors, hop, on va reprendre ici, j'avais le code qui était... C'est un niveau au-dessus. C'est un faux readme, ça. Ouais, va dans le readme de démon, en fait. Merci. Voilà. Alors, on va faire... Data Analytics, non. App Service, non. Je crois que c'est la première. Ouais. Voilà. AKS, parfait, super. Tac. Tac. Ça devrait être sympa, ça. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Et alors tout ça, en fait, ça permet vraiment de composer des environnements complexes, parce que tu vois, ça mappe un peu les mécanismes qui existent en entreprise. C'est-à-dire que tu as ton niveau 2, tes landing zone networking, elles vont toujours être faites par les mecs du networking, et c'est normal, c'est logique. Bien sûr, bien sûr. Et les gars du réseau. Et donc, ils ont leur autonomie, ils ont leur pipeline, ils ont leur mécanisme. Mais par contre, toi, tu viens lire, en fait, avec ton data source en niveau 3, le hub au niveau 2. C'est-à-dire que tu viens le lire, mais tu peux pas le dézinguer. Parce que en fait, c'est important aussi, ça, c'est en Terraform. Tu n'aimerais pas te faire dézinguer ton state. Donc là, en fait, tu peux venir lire le fichier, mais tu peux pas venir le corrompre. Donc, c'est une des clés aussi de l'autonomie de la composition en entreprise. C'est que tu peux lire, mais tu peux pas défoncer le CFT de tes petits copains. Question, alors, là, je pense toute personne qui fait du Terraform, pour le coup, tu es assez à l'aise avec ce qu'on raconte, mais du coup, toute personne qui fait du Terraform se dirait, j'aimerais bien voir le code Terraform qui est derrière. Eh bien, j'ai envie de te dire oui, mais est-ce que tu es prêt pour ça, mon ami? Moi, je peux être prêt, hein, mais c'est juste par curiosité, si des gens se disent, ok, là, je fais des trucs, mais j'aimerais bien voir quand même comment est le code derrière, ce qui est tout à fait raisonnable dans une approche open source. Ce qui est raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Et en fait, c'est un projet open source. Donc en fait, tout ce que je t'ai montré, là, il n'y a absolument rien qui est MS, top secret confidentiel où tu n'as pas accès. Et en fait, c'est aussi un truc qui est intéressant, c'est que tout ça, on a des gens de Microsoft qui contribuent au niveau du code du module, donc des consultants de chez MCS, des mecs de Fast Track, des mecs de Partner OCP comme toi, Stan, et puis pas mal d'autres équipes. Et on a aussi des partenaires et aussi des clients. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que tout au début quand on a commencé à faire ça, en fait, on avait des banques qui étaient clients et qui nous disent ouais, non, mais super votre truc. Bon là, j'ai trouvé un petit bug, donc j'ouvre une issue ou même j'ouvre une PR. Bah ouais, directement. Et donc c'est assez rigolo parce que maintenant on a une dynamique, on a toujours en permanence une petite dizaine de PR ouvertes qu'on valide, qu'on inclut dans les backlogs et qu'on inclut dans les releases dans les cycles de release et on valide tout ça et en fait ça nous permet aussi d'avoir une mécanique où le truc est testé, contribué et en fait il y a une espèce d'effet boule de neige qui fait que le concept, tu vois, d'inner source, en fait il prend tout son sens là parce que tu prends vraiment des composants qui ont été testés, validés par d'autres et qui ont été mis en œuvre. Donc ma question était effectivement où est-ce qu'on peut le trouver. La deuxième, c'était en fait pour bien entendu effectivement arriver sur ce message qui est que ce qu'on vous montre ici n'est pas du pur MS. Si vous sentez l'envie de participer à ça et de faire vos propres levels, parce que là on peut parler de vos propres levels ici, parce que là on s'arrête ici à un level 4 où par exemple ici on crée un AKS. Mais on pourrait imaginer de faire un level 5 qui a du code Terraform, qui va aller faire des choses dans le Kubernetes d'AKS, déployer des choses comme, je sais pas, un Argo CD, un Cert Manager ou autre chose.
Voilà, oui. Non, mais c'est ce qui se passe au niveau Ah, 4. ça Mais, c'est mais déjà au niveau effectivement, 4. Vous l'avez déjà fait au niveau 4. ouais, ouais. Mais on pourrait imaginer Dans- vos applications level 5 alors. Voilà. Ouais. C'est pas dans Demo, c'est dans Sandpit, où tu as l'exemple avec Argo CD et on balance Mhm. les Helm charts. Mais effectivement, l'idée c'est que tu peux rajouter des levels et que tu peux en supprimer aussi. Donc ça, c'est vraiment aussi pourquoi c'est un framework, c'est parce que vous pouvez tout customiser et tout refaire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça marchait pas mal déjà. Ah, j'ai une Donc, petite euh, petit message effectivement, d'erreur. petite erreur, ouais, c'est pas la bonne version dans la région. Bon, allez. Et si tu veux fixer ça, on va aller dans level 3 et KS et puis on va retirer la version. Vas-y, Alors top, c'est vrai level qu'effectivement, hop, et on est KS. ici. Et donc tu nous 1.19.6, commandes on la va ligne prendre. 12. Ouais. Hein, Non, mais commente là, on n'a pas besoin de le mettre en fait. d'accord, il prendra la celle par défaut quand on ne précise pas. C'est ça. Yes. Donc là, normalement, je crois que c'est le seul endroit. À l'intérieur de ce fichier-là, il n'y a pas d'autres versions Kubernetes versions. Hein. Hop, non. Ben, Si, on va. j'envoie orchestrator version. Ah Hein. bah, voilà. Alors rappelons effectivement que Kubernetes est un projet open source qui est très dynamique et qu'on ne supporte pas 10 000 versions et que du coup on fait évoluer. Donc là il y a probablement, si on faisait ici un AZ AKS get version, qu'on précise la région. Donc de base la région ici ça déploie où déjà? Là, c'est Sources déjà, là. Ouais, bah Donc, voilà. si tu fais Sources déjà, hop. Asia, yes. Et effectivement, on Donc, voit que la 1.19.6 n'est plus disponible, ce qui explique le message d'erreur. Donc là, on a pu le fixer en 1.19.7. Sinon, si on ne précise rien, il prendra la version, la default, qui devrait être probablement d'ailleurs le 1.19.7 aujourd'hui. voilà, ouais. Donc en fait, voilà, c'est aussi la beauté de Terraform, c'est que tu lui remets ça et puis il va recommencer son petit truc. Mais avant ça, avant d'aller, on peut déjà aller voir dans la UI et tu vas voir que le peering va déjà être fait avec le Spoke, Vinet, etc. Donc c'est déjà, t'as déjà quelques petits goodies en fait à te mettre sous la dent. Non, si on rafraîchit là, tu vas remarquer qu'il aura mis un Vinet et puis si tu regardes au Spoke RE1 là, Voilà. Donc ça le doit être le Spock qui correspond là où il y a mon cluster AKS, c'est ça? exactement. Donc là, normalement, le vignette doit déjà être dans la boîte. Hein. Mhm. Il est là Et si tu d'ailleurs. regardes dans le vignette, voilà. Et tu vas remarquer qu'on a mis quelques petits ingress, policy, etc. Déjà, enfin les NSJ tout de base, quoi. Mhm. Et puis si on regarde au niveau du peering, ben, on devrait avoir normalement le peering qui a déjà été fait, tu vois. Effectivement, entre le Spock et son hub qui est là. Yes. Magnifique flèche. Donc l'intérêt de tout ça, c'est que aussi tout est intégré. Donc on a fait des patterns où tu peux venir avec ton ingress controller, tu rajoutes tout ce que tu veux, tout ce que tu as besoin, ou tu peux même mettre app gateway, tu peux même tout ce que tu veux en frontal du truc en fait. Et c'est là la beauté, c'est que le module intègre tout et les landing zones viennent en fait aussi rajouter les dimensions à tout ça. Donc on parlait un petit peu de où est le module, etc. On va peut-être pas laisser les gens dans un suspense aussi insoutenable. Ouais. Donc si tu vas sur la registry Terraform, Stan, on peut regarder ça rapidement. Donc c'est registry.terraform.io de mémoire. Oui, c'est ça. Et donc on va voir qu'en fait, si tu tapes tout simplement CAF, On arrive sur la caisse d'allocation familiale. Non, pardon. Voilà, le fameux scam de la CAF. Je pense que c'est celui-ci. C'est C'est ça. celui-là, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le module unifié. En fait, c'est un module qui fait tout. Mhm. Et là, tu vois, il était utilisé une paire de fois, comme on dit chez nous. On est à combien là aujourd'hui 110 000, 120 000 123 000. 123 000. Donc, C'est bien, ta mère en a fait, bien, ta mère a bien utilisé le module, comme on dit. voilà, merci maman d'avoir téléchargé le module. Et donc, en fait, ça montre qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent. Hein. Il y a mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Et ça devient n'importe quoi. Hein. Donc là, si tu cliques sur le lien GitHub, tu vois qu'en fait, on consomme tout évidemment depuis la registry. Comme ça, ça nous permet d'avoir du semver et du strict versioning. Et là, tu regardes qu'en fait, toute la logique est dedans. Donc, tu disais, est-ce qu'on veut regarder le code? Ouais, le code est là. Simplement, c'est un petit peu plus compliqué que du Terraform habituel, parce qu'en fait, c'est un code qui est itératif surtout. Donc, si tu prends par exemple akscluster.tf, que tu as sous les yeux là, ouais. Tu vas voir qu'en fait c'est du for each de tous les côtés et de l'assemblage de tous les côtés. Tu vois, on a du for each local. Oui, c'est un gros assemblage, ouais.
confirme. Donc c'est pas du code qui est 101 si tu veux. C'est du code qui a un petit peu été maturé, un petit peu été validé et qui permet de faire cette composition simple en fait. Ce qu'on a vraiment réalisé avec cette version-là, c'est que on donne une architecture. Et avec un diagramme d'architecture, en fait, normalement, tu es capable de composer un environnement en 1 ou 2 heures, juste en jouant avec les TF-var, dire voilà, ça c'est mes VM, D'accord. telle config pour les VM, ça c'est le VNet. Ça permet d'aller super vite en fait. On a fait comme ça des tests avec SAP, et l'infra SAP, en fait, elle est torchée en quelques coups de cuillère à peau, j'ai envie de dire. Faut pas dire ça aux consultants SAP qui peuvent passer des mois à être facturés pour faire une architecture. Ah non, mais après, on peut continuer à facturer. Ah d'accord, ça va alors. Oui. Les classiques du consulting restent applicables. Ça va, tu nous rassures, ne fais pas de bêtises. Ok, bon, donc tout est là. Ouais. C'est pas mal pour aujourd'hui, j'ai envie de dire, là, Stan, non? Est-ce qu'il a fini de déployer? On va attendre que quand même le cluster soit fini de déployer, quoi. Je veux dire, c'est Là, là pour le coup, on a tout fait en live sans rien couper. Donc ça déploie, et puis voilà, une fois que ton cluster est up, aussi si tu veux jouer, tu peux regarder même ce qu'il y a dans SandPit avec niveau 4, ou Tiens, une landing zone de niveau 4. Donc le cluster est en train de se déployer. Alors au passage, effectivement, tu as suivi les bonnes pratiques. Un cluster AKS, on lui met en général sa petite registrie à côté. Donc on voit une Azure Container Registry ici, dont les permissions ont été probablement faites par le... On a attaché les permissions du cluster sur la registrie. Et puis si on veut un peu plus de détails de tout ça, on peut aller effectivement voir AKS, si je dis pas de bêtises, et on doit voir ici effectivement les nodes qui apparaissent ici, et qui sont donc en compte création avec le load balancer, enfin des choses tout à fait classiques qu'on a avec du Kubernetes. Voilà. Exactement. Et en fait, tu vas voir aussi, si tu regardes un petit peu dans les autres répertoires, on a aussi implémenté ce qu'on appelle le AKS Secure Baseline, qui est d'une autre équipe de chez nous qui s'appelle le Patterns and Practices. Et donc, en fait, on a ça qui est appliqué. Tiens, pourquoi je suis beaucoup plus gros que toi d'un coup? Je sais pas, mais tu vois, je surdimensionne à la volée. C'est bizarre. Ça, c'est magique. Et donc, on a aussi implémenté ce MSPNP avec tous les best practices qui sont déjà implémentés en Terraform. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de coder, tu as juste besoin de faire un apply. Parfait. Magnifique. C'est pas mal comme une deuxième session déjà, non? Et puis on en refera une troisième un peu plus avancée même. Ouais, parce que je pense qu'effectivement on en a fait beaucoup, mais vous voyez que finalement, je sais pas, on doit peut-être être à 1h, 1h20, mais c'est pas très grave. On est parti de rien et on a déjà pas mal de petites choses. Alors là encore, effectivement, la lecture est moyenne devant parce qu'on a ce côté random, mais qui est fait parce qu'on fait du test. Comme tu l'as dit, on enlèvera le random égale false, on mettra un random égale false, et après on aura des noms bien propres, effectivement, avec le VNet Hub, VNet Hub région 1, région 2, shared service, c'est relativement bien clair et bien propre. Écoute Arnaud, on va laisser tourner ça tranquillement. Là, il est en train de terminer, effectivement. Il est en train de faire l'assignation en fait, des droits du cluster sur la registrie. Donc, il est en train de donner les droits d'accès à minimum. Ce sera un pool. Après, ça dépend en fait, de ce qu'on veut faire avec son cluster vis-à-vis de la registrie. Mais le minimum, c'est un pool. Et là, il vient de le terminer. Et paf, Voilà. apply, terminé, magique. Ça. Et normalement, du coup, on doit avoir, enfin, pas normalement, on l'a vu, on a notre cluster AKS ici, qui est dans un VNet appairé avec, qui est un VNet de type Spock appairé avec un hub, et tout est là, tout est beau. Et on est bien en 1.19.9, c'est-à-dire effectivement il a pris la dernière version par défaut de la branche 1.19 et non pas la 19.6 qui n'était plus disponible, d'où l'erreur tout à l'heure. Eh bien, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Exactement. Et ben j'ai envie de dire que la prochaine fois on se revoit sur la suite. Je sais pas, la suite c'est quoi derrière, Arnaud? Qu'est-ce qu'il y a de beau à raconter encore? Plein de choses. Il y a les nouveautés peut-être, il va peut-être falloir venir parler des nouveautés un petit peu et de ce que vous allez rajouter. Et je crois que les gens aiment bien parler de tuyaux aussi. Donc si on peut parler de pipeline, je pense qu'on aura une audience. Bah oui, bien sûr, je suis bête, on a oublié les pipelines. Bien que le pipeline ne doit pas être très compliqué, je l'imagine, là, vu que tu as tout dans ton Docker, ton pipeline va sûrement consister probablement à juste démarrer une instance, un agent ou un runner en fonction des solutions qu'on appelle, et puis de lancer ce container avec les bons paramètres. Mais ça, ce sera une autre histoire dans l'épisode numéro 3, Arnaud. Oh là là, le teaser, c'était magnifique. À bientôt les amis. À bientôt. Au revoir Arnaud. Oh, t'es tout petit à nouveau, tiens. Allez, je t'agrandis un petit peu. Non. Ah bah voilà. Tiens, du coup, je vais faire une playlist. Quand on a fait 2 vidéos, je vais faire une playlist. Elle sera par là. Ou par là. Ou par là. Je sais pas. Par là. Ok. Eh bien, à bientôt les amis. Allez, bisous. Ciao, ciao.